Et ça, pour moi, c'est capital, c'est fondamental dans une union, quelle qu'elle soit, que je puisse faire valoir mes idées. Quand je ne peux pas le faire, ben je quitte. C'est aussi simple que ça. Mais dans la coalition Benno Bokk Yakaar, heureusement que l'expression plurielle est acceptée. Aujourd'hui, ben moi, il arrive que sur des questions... Pas tout le monde, bien entendu, pas tout le temps, mais au moins... je crois qu'aujourd'hui, la personne qui dirige notre coalition a une certaine hauteur. Elle est capable d'accepter la contradiction. Bien entendu, il n'est pas toujours souhaitable que certaines contradictions soient étalées sur la place publique. Ça va de soi. Je crois que c'est de bon sens. Mais tout de même, toutes les idées, qu'elles soient contraires à la ligne peut-être majoritaire de la coalition, sont acceptées et bienvenues et discutées. Donc, quelquefois, on essaie de nous convaincre quand on n'a pas forcément, quand on n'adopte pas la ligne majoritaire, on essaie de nous convaincre qu'effectivement, ce qui est adopté par la majorité est la meilleure option. Et quand on nous convainc aussi, ben, on l'accepte de façon honnête. Parce qu'en intellectuel aussi, c'est d'accepter quand on n'a pas forcément raison et de dire que oui, sur ce point-là, effectivement, j'ai tort. Alors, vous avez été, vous le rappeliez à un instant, seul aux élections législatives. Est-ce qu'on peut attendre que la Convention citoyenne NN, que Mamadou Gueye, aille seul aux élections locales de janvier 2022, puisque aujourd'hui, dans la coalition Benno Bokk Yakaar, dans laquelle vous êtes, beaucoup, même de membres de l'APR, commence déjà à poser des jalons pour aller vers les élections locales avec ou sans l'assentiment de la masse du président du chef. Macky Sall, le président de la coalition. Je pense quand même pour un minimum de cohérence, il faudrait qu'on puisse s'accorder sur les principes. Aujourd'hui, on a à la tête de notre coalition un chef qui est très soucieux de la cohésion de la coalition et qui a tout fait pour la maintenir. Et je crois que c'est bon pour tout le monde. Aujourd'hui, on est fort quand on est ensemble. Quand on est divisé, effectivement, on laisse des brèches dans lesquelles l'opposition peut s'engouffrer pour grappiller des sièges par-ci, par-là. Donc je crois que ce qui est souhaitable, c'est qu'on puisse aller ensemble partout au niveau national. Et le chef l'a exprimé de façon très claire. Le président Macky Sall a dit, en tant que président de la coalition, qu'il souhaiterait qu'on ait une liste unique partout. Et je crois que c'est un souhait qui nous agrée et je crois qu'il est souhaitable de préserver dans la mesure du possible. Mais la discussion, elle est ouverte. La discussion est ouverte et je crois que... peut-être aujourd'hui à Pikine dire que moi, je veux être maire de Pikine. On peut être candidat à la candidature et ça, je crois que personne ne l'exclut. On peut aussi, à mon avis, la meilleure façon de déclarer sa candidature, c'est d'être sur le terrain, de travailler matin et soir à la construction de son image, pas seulement en termes de com, mais en termes de massification de la coalition, en termes de vulgarisation de la pensée et de la vision du président de la République, à faire en sorte que les gens adhèrent à cette vision-là, qui demande justement une adhésion populaire pour pouvoir être déployée sur le long terme. Je crois que c'est ça qui permettra que dans la localité où on se situe, on soit incontournable et que peut-être qu'on s'impose comme le meilleur choix. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, on est dans cette logique-là. On n'est pas dans le voyez-moi, on n'est pas dans le tapage, je dirais, bruyant, mais on est justement dans le travail de fond, dans le travail foncier. On est sur le terrain, on travaille aux côtés des populations, on essaie de les convaincre que la coalition Benno Bokk Yakaar, avec aujourd'hui à sa tête le président Macky Sall, est la meilleure formation politique pour le devenir du Sénégal. Et on va laisser le soin au président de choisir parce qu'on est sûr qu'il a des informations que nous n'avons pas et qu'il n'y a pas un seul fait ou geste qui est déployé quelque part au Sénégal qui l'échappe. Mais le mode de scrutin pour ces élections locales de 2022 est différent puisque ce seront les populations qui vont choisir leur maire. On a vu qu'avant c'était une liste proportionnelle, une liste majoritaire et ensuite on se retrouve avec des conseillers qui choisissent peut-être au détriment même des populations qui avaient peut-être opté pour Mamadou Gueye pour diriger la mairie de Pikine ou Pikine Ouest ou ville, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, fort de ce constat et surtout de ce nouveau mode d'élection au suffrage universel direct, il n'est pas mieux ou meilleur plutôt pour le président de laisser les différents candidats dans les différentes localités se jauger face à leur population? Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'arbitrage du pouvoir du président intervient en dernier ressort. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si les parties prenantes dans une localité donnée
s'accordent pour dire que nous sommes d'accord que Birahim soit notre tête de liste et que par conséquent, si nous gagnons qu'il soit le maire, le président ne fait que valider ce choix-là si la majorité a désigné un quelconque personnage dans la fédération. Une désignation qui se fait selon les des critères très objectifs. Non, en fait, les populations, oui, parce qu'en réalité, ce sont un ensemble de leaders qui se regroupent et qui sont sur le terrain. Si je prends l'exemple de Djeddah Thiaroye Kao, peut-être aujourd'hui, on a potentiellement une demi-douzaine ou une douzaine peut-être de potentiels candidats. Mais cela, c'est parce qu'ils ont une légitimité qu'ils tirent de leur travail au quotidien, aux côtés des populations. À la base, donc. À la base. Donc, si ces 6, 10 ou 12 se retrouvent et discutent avec peut-être l'onction de l'organisation de la coalition, par exemple les sages qui interviennent, les jeunes qui disent leur mot, les femmes, etc., et qu'on dise que notre choix pour le bien de la commune, notre choix qui peut nous permettre de gagner cette commune-là, c'est Birahim, ça voudra dire qu'en amont, ils ont conscience qu'aujourd'hui, Birahim porte plus et mieux les aspirations de la base. Donc, le président ne fera que valider ce choix-là. Son intervention ou son arbitrage interviendra quand et seulement quand il n'y a pas d'accord à la base. Qu'il y a des tiraillements, ben lui, justement, dans ces cas de figure-là, il ne faudrait pas oublier que quand même, c'est le Sénégalais le plus mieux informé. Et donc, il saura, parmi les potentiels prétendants, quel est le profil le meilleur pour la coalition. Parce que ce qui intéresse le président, ce n'est pas les personnes. Ce sont justement ceux-là qui peuvent nous faire gagner dans les localités déterminées. Parce que c'est un tournant décisif pour la coalition au pouvoir, pour les échéances de 2022, mais aussi pour les échéances futures. Donc, c'est un tournant qu'on ne peut pas... En réalité, Birahim, 2024. Je crois qu'il n'est pas plus légitime pour un pouvoir que de vouloir se maintenir sur la durée. Parce que justement, un plan stratégique, quel qu'il soit, il se déroule sur au moins le moyen terme, c'est-à-dire sur 15, 20 ou 25 ans. Aujourd'hui, on a un horizon 2035 pour justement dérouler le plan Sénégal émergent. Donc, au-delà des personnes, c'est une vision. Donc, avec ou sans Macky Sall, c'est plus la vision que la personne de Macky Sall. Que le président porte. Mais aujourd'hui, cette vision-là, il faudrait qu'elle soit partagée, qu'elle soit acceptée par ceux-là qui veulent la perpétuer pour qu'on arrive à l'horizon 2035 au résultat attendu. Mais si on a une cassure entre deux, ben justement, on aura perdu peut-être 5 ans, on aura perdu peut-être 10 ans. Et ça, aucun homme de pouvoir ou femme de pouvoir qui veut imprimer sa marque sur l'histoire n'acceptera que son travail peut-être soit haché à un moment où peut-être on était à un tournant décisif. Aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. Il y a des choses qui sont en train d'être semées, d'autres sont en train d'être récoltées. Mais justement, ce n'est pas le moment d'opérer une cassure. Alors la cassure, ça veut dire finalement, il est hors de question que vous perdez les élections locales, il est hors de question que vous perdez les élections législatives qui doivent normalement, en tout cas, se tenir en 2022 toujours, une année électorale, mais il est également hors de question qu'en 2024, que vous perdiez les élections. Absolument. C'est-à-dire que cette troisième candidature, elle est toujours d'actualité? Non, moi je pense que... Ou c'est plus Benno Bokk Yakaar qui aura... Je crois que Birahim, à chaque chose son temps. Aujourd'hui, il est dommage de constater que cette histoire de la troisième candidature a pollué le débat public depuis 2019. Aujourd'hui, on a perdu, à mon avis, beaucoup de temps à spéculer. Mais le moment viendra où la question sera posée et débattue. Et chacun défendra son point de vue avec les arguments qu'il a. Et en dernier ressort, le peuple arbitrera. Moi, c'est ma conviction. Donc pour moi, il n'est pas opportun de mettre cette question-là sur la table parce que justement, quelle que soit la position qu'on va adopter, c'est un débat qui ne va jamais finir. Même si tout le monde s'accordait à dire non, le président ne sera pas candidat, ben ils vont dire que non, ils font faux jeu, ils nous racontent n'importe quoi. C'est juste pour tromper les gens, etc. Exactement. Donc, c'est vraiment pour moi une question qui n'a pas besoin d'être débattue parce que simplement, elle ne fera jamais l'adhésion de la grande majorité. Alors, on ne va pas s'apesantir, nous également, sur ce sujet, mais nous allons revenir sur les élections locales. Mamoudou Gueye, jeune, je le disais relativement, aujourd'hui, certains jeunes comme vous ne connaissent qu'un seul maire dans leur localité. Je vais peut-être tirer à boulet rouge sur certains maires qui sont presque inamovibles, 30 ans à la tête d'une municipalité. Est-ce que cela ne doit pas changer, qu'il y ait une nouvelle donne, qu'il y ait d'autres maires qui puissent également
tenter de faire quelque chose pour les populations. Le cumul de mandats, les mandats à répétition, certains qui en ont fait même au lieu d'une fonction, en font une profession. Est-ce que cela ne doit pas changer? Il n'est pas moment ou temps de le faire? Très honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, il sera de plus en plus difficile d'avoir une telle longévité dans les positions, quelles qu'elles soient. Parce qu'il est heureux de constater que le Sénégal a connu un bond substantiel au plan de la qualification de nos ressources humaines. Aujourd'hui, on a plus de cadres partout. On a plus de compétences partout. Et que donc, il n'est plus, à mon avis, même concevable, juste d'un point de vue pratique, que quelqu'un puisse avoir une telle longévité. Donc, ces maires-là qui ont eu la chance peut-être d'avoir vécu à un moment où peut-être ils étaient presque les seuls dans une localité, n'ont plus l'avantage du terrain. Parce que simplement les jeunes justement dont vous parlez qui étaient nés quand ils étaient eux déjà maires sont aujourd'hui devenus adultes, sont devenus cadres, sont devenus des personnalités de grande renommée, qui sont devenus des personnes compétentes dans leur domaine respectif, et que donc ce sont des gens aussi qui emportent l'adhésion des populations. Et que je crois qu'il serait sage, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, de transmettre le flambeau pendant qu'il est temps. Parce qu'il est encore mieux de donner le flambeau quand on a encore la chance de pouvoir briguer et de sortir par la grande porte et justement peut-être de devenir maire honoraire qui est célébré partout avec tous les honneurs qui s'y est. Mais quand on attend que vraiment la vague jeune vous déloge, vous balayez, justement c'est le terme, ben justement ça va être peut-être un travail gâché. Et peut-être que pendant ces 20-30 ans, ils ont dû quand même ou pu faire des choses importantes pour leur localité, et il serait dommage peut-être de balayer tout ça d'un revers de la main. Alors ça c'est peut-être un clin d'œil à ces maires inamovibles entre guillemets. Je ne vais pas citer de localité, mais ces maires se reconnaîtront. Il faut nécessairement qu'il y ait un changement. Changement également, on l'a vu avec le nouveau code électoral qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Il y a eu du bon comme du moins bon. De manière générale, la société civile, une partie de l'opposition parle de consensus au sens large, mais il y a également ces deux articles ou trois qui reviennent et qui font ou qui cristallisent beaucoup d'attention. L'article L31, l'article L32, une manière, selon l'opposition, d'écarter deux potentiels candidats ou adversaires de Macky Sall, à savoir Khalifa Ababacar Sall, c'est également Karim Wade. On annonce même Abdoul Mbaye ou même Ousmane Sonko. Pourquoi tant de bruit autour de ce nouveau code électoral? Je crois que le code, il est un code consensuel. Après le code de 92, sous l'égide d'Abdou Diouf, que je salue et vraiment pris pour une longévité encore plus marquée, on n'a pas eu des discussions aussi intenses et sur la durée qui ait été constatée pour l'élaboration d'un code électoral. Cela veut dire que toutes les parties prenantes ont contribué d'une façon ou d'une autre à justement ce consensus-là qui a fait que ce code-là soit né. Donc, qu'il y ait peut-être des polémiques, ça c'est le propre de la politique. On aurait eu le code peut-être le meilleur qui soit sorti peut-être par les esprits les plus brillants du Sénégal, et je crois que ça a été le cas d'ailleurs, qu'il y aurait des controverses qui seraient animées par des gens qui ont justement intérêt à ce qu'il y ait la controverse. Elle est flagrante puisqu'elle concerne, en tout cas selon certains, directement... Non, cela déjà n'est pas une nouveauté. Parce que ceux-là qui, justement de tout temps, ceux qui ont voulu briguer la candidature suprême ont eu à déposer des dossiers de candidature. Et parmi ces dossiers de candidature, il y a certaines condamnations qui sont exclusives de la possibilité même de briguer une candidature. Donc ça veut dire que ceux-là qui seraient condamnés pour des peines qui doivent les exclure de la compétition, justement, il n'y a pas de raison pour que... Parce que aussi, il faudrait qu'il y ait un minimum d'éthique dans la politique. L'éthique, ça veut dire quoi? On parle de politique politicienne, finalement. Non, justement, on a écarté des adversaires, Karim Wade, Khalifa Sall... vous savez, moi, je ne veux pas entrer dans le détail, je ne veux pas entrer dans certaines questions de fond, parce que ça va cristalliser juste des passions. Mais ce qui est constant, c'est que dans les procès que vous avez cités, en tout état de cause, même si on peut ne pas être d'accord sur des questions procédurales, le fait est qu'il y a eu
Condamnation. Et ces condamnations-là ne sont pas faites ex nihilo. Je crois que ça a été fait à l'issue d'un jugement contradictoire, avec des éléments factuels très précis. Je ne veux pas accabler Khalifa, c'est un grand frère, il est peut-être proche un des plus proches collaborateurs de Khalifa, c'est mon grand frère que j'adore, Cheikh Gueye, et que je salue au passage, mon grand. Donc, je ne veux que du bien à Khalifa. Voilà, je ne veux que du bien à Khalifa, et à tout son entourage d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a eu des fautes, quand même, de gestion assez flagrantes, et quand on explique ces fautes-là par le simple fait qu'on a trouvé des gens faire ça, franchement, je pense que c'est assez léger comme contre-argument. Ça, c'est l'argumentaire concernant Khalifa Sall. Non. L'argumentaire concernant... On peut prendre des arguments... concernant... On peut prendre des arguments pour chacun d'entre ceux-là, en tout cas qui se sentent visés par ces articles-là. Mais la constante, c'est que quand on est appelé à diriger son peuple, il faudrait qu'on ait plus de vertu et de valeur que la majorité. Je crois. Ça, c'est vraiment peut-être une conviction profonde. Mais si j'ai les mêmes compétences que tout le monde, si j'ai les mêmes vertus que tout le monde, si j'ai pas de hauteur par rapport à certains trucs, notamment les biens matériels, je crois qu'il doit m'être difficile de demander à diriger mes semblables. Donc ça, si on est convaincu... Il n'y a pas de politique dans ces condamnations, ou en tout cas même dans la tenue de ces procès qui ont amené à des condamnations. Prenons le cas de Karim Wade, où c'était sur une liste de 20 et quelques personnes. Finalement, il a été le seul à être condamné, jugé, avec peut-être 2 ou 3 qui ne sont pas politiques. Si on prend l'exemple de Karim Wade, moi, en tant que gestionnaire, parce que j'en suis un, je rappelle que vous êtes inspecteur des impôts et domaines. Voilà. Et de par ma formation et de par la pratique, je mets en face des charges et des produits. Aujourd'hui, quand on reprend, après, a posteriori, le procès de Karim Wade, tout ce que l'État du Sénégal a mis comme charge, je dis charge financière, charge logistique, charge, pour le déroulement du procès est assez lourd en termes de passif pour l'État du Sénégal. Est-ce qu'on aurait dû reprendre ça pour 25 personnalités? Ça peut valoir son cours. Mais aujourd'hui, l'État... On va suivre une logique. Non, mais l'État du Sénégal est appelé à accélérer justement toutes les réformes qu'il doit entreprendre. Il a des challenges sur le plan économique qui sont assez forts. Il a une histoire à construire, et aujourd'hui on est, comme je l'ai dit tantôt, à la croisée des chemins. Est-ce qu'on devrait perdre encore de l'énergie, du temps, des ressources à organiser des procès fleuves qui coûtent énormément d'argent aux contribuables sénégalais, et juste pour condamner des Sénégalais qui au finish ne remboursent pas grand-chose? Parce qu'en réalité... Mais oui. Mais pourquoi donc condamner, ouvrir un procès fleuve contre Karim Wade? On a ouvert un procès fleuve. Justement, il y avait d'autres qui étaient sur la liste. Il y avait d'autres qui étaient sur la liste. Mais justement, l'exemple de Karim, ça honnêtement, ça n'engage que moi, ce que je dis. Je ne le dis pas pour le compte de qui que ce soit. Mais en tant que, je dis, en tant que quelqu'un qui peut-être qui raisonne en termes de rentabilité et de rationalité, il ne serait pas rationnel et rentable, au vu de ce qu'a coûté le procès Karim Wade, de reproduire ce même schéma pour 25 personnalités. L'État du Sénégal n'a pas autant de ressources à éparpiller. Finalement, il a été... Donc, je ne dis pas que c'est ça. Je ne dis pas que c'est ça la motivation. Mais je dis que ça peut se comprendre quand on analyse sous cet angle-là. Aujourd'hui, il serait dommage que l'État du Sénégal mobilise encore autant de ressources pour poursuivre peut-être 20 ou 25 personnalités, autant de ressources que le procès de Karim Wade a coûté. Finalement, on va passer par pertes et profits finalement pour les autres. Non. Le sacrifier, par contre, non, Biraye. Oui. Par contre, non. Parce que ce qu'il faut peut-être dire, je ne sais pas d'ailleurs si c'est opportun de le dire sur la place publique, beaucoup de gens n'ont pas été au procès parce que justement, il y a eu des arrangements en amont. Ils ont été demandés une médiation pénale et ont remboursé, rubis sur ongle. En tout cas, tout ce qui leur a été reproché. Donc, il y a eu une médiation. Quand on dit médiation pénale, ça veut dire que peut-être on te reproche 200, tu négocies, l'État du Sénégal accepte de renoncer à 50 et tu rembourses 150. C'est plus opportun
Et c'est plus rentable pour l'État du Sénégal d'accepter cet arrangement-là que de te poursuivre, sachant qu'après, on peut même perdre. Donc finalement, 75 au procès. Mamadou Gueye, pour revenir sur ce code électoral, ce n'est pas pour écarter 2 ou 3 adversaires. Très honnêtement, je ne le crois pas. Et ça, je le dis du fond de ma conscience, que c'est juste un code objectif, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce code-là, il est là pour encore très longtemps. Mais certains disent que tout ça pour ça, puisqu'on a reporté les élections, on a maintenu des maires à leur poste même de manière entre guillemets illégale, etc. Et finalement, après 2 ans de discussion, d'experts qui ont été payés rubis sur ongle pour un toilettage, etc., finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ce code électoral. Parce que Birahim, une élection, quelle qu'elle soit, il y a une donne importante. C'est la confiance. C'est la confiance de tous les acteurs qui participent à l'élection, mais c'est la confiance aussi qu'ils inspirent à ceux-là qui sont nos pairs et qui nous regardent. On ne peut pas se permettre d'organiser des élections avec des contestations tous azimuts. Ça, l'État du Sénégal doit se faire l'économie d'une telle situation. Donc, il était important d'avoir un consensus fort autour des points de discussion qui étaient, je dirais, rébarbatifs pour les gens de l'opposition. Parce que pour eux, c'était des points de rupture que d'auditer le fichier électoral. C'était un point de rupture de s'accorder sur certaines questions qui, pour eux, si elles n'étaient pas réglées en amont, ne pourraient pas emporter l'adhésion ou leur acceptation de résultats futurs. Donc, il était important de régler ces questions en amont, quel que fût le prix que ça allait coûter à l'État du Sénégal. Et donc, je crois que ça n'a pas été une vaine opération. Les coûts que ça a engendré en valent, à mon avis, la chandelle, et que l'État du Sénégal en sort grandi, parce que justement, l'audit a montré que le fichier était correct à 98%, fiable à 98%. Cela veut dire que toutes les élections passées qui ont fait l'objet de contestation de pure forme, c'est vrai, mais quand même qui ont fait l'objet de contestation, sont les élections qui ont été correctement déroulées. Même si certaines questions, notamment le parrainage, aujourd'hui sont à revoir. Pour moi, le parrainage, c'est une question qu'il fallait discuter, mais quand même c'est un point qui était extrêmement important. Parce que, souvenez-vous, quand il a fallu retirer les dossiers de candidature, 80 potentiels candidats se sont présentés. Imaginez 80 candidats à l'élection présidentielle. En démocratie, hein, vous-même vous pouvez être candidat, moi-même ou un de mes cadreurs ou autre pourrait être candidat. Oui, mais justement, il faudrait qu'il y ait un filtre. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait juste des candidatures de forme. Ou bien juste des candidatures parce que Birahim veut être au journal à 20h dans nos écrans tous les soirs. Non, il faudrait, je crois, qu'il y ait un minimum d'organisation, qu'il y ait un minimum de méthodes qui permettent justement d'avoir des candidatures sérieuses. Qui ne soient pas fantaisistes, comme on le dit. On reviendra sur ces candidatures puisque également on va vers des élections locales en 2022. Ce sera dans la seconde partie de votre émission Toute la vérité. Nous marquons une courte pause. À tout de suite. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège slip. Merci à la régie, mais également à Zik FM, puisque vous nous suivez sur nos différentes plateformes de Sen TV l'officiel, Zik FM et sur Sen TV, votre émission Toute la vérité qui revient avec, dans la seconde partie, toujours notre invité Mamadou Gueye, qui est leader de la Convention citoyenne Nenen, qui est également sportif. On reviendra sur cet aspect du sportif, puisqu'il est président de l'AS Pékin. On parlait tout à l'heure, Mamadou Gueye, de ces élections qui pointent à l'horizon, à savoir les élections locales de 2022. Excite ce qu'il peut y avoir comme bruit, entre guillemets, dans Benno Bokk Yakaar. Vous avez un peu expliqué ce qui va ou ce qui doit se passer. Est-ce qu'on peut parler de primaire d'abord pour ces élections-là, pour votre coalition? Est-ce qu'on peut parler de primaire? Je crois que les primaires se feront. Peut-être dans une forme différente que ce qu'on a l'habitude de voir dans nos télés et dans d'autres contrées. Mais elles se feront à la base avec une discussion
je dirais, à bâton rompu entre les différents leaders en présence. Et ces primaires-là, peut-être, donneront un consensus ou amèneront des points d'achoppement que le président sera appelé à arbitrer et qu'il va arbitrer le plus sagement possible. Mais je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ces primaires-là parce qu'il faudrait permettre l'expression plurielle. Que tout le monde puisse dire, en tout cas si la personne, sans qu'elle ait les compétences, sans qu'elle ait eu à travailler suffisamment à la base pour avoir une légitimité, je dirais foncière, que ces personnes-là puissent exprimer leur volonté de briguer la mairie. Mais justement aussi qu'il y ait un minimum de rationalité. Que quand on est en face d'adversaires potentiels ou en tout cas de partenaires plus à même de briguer le suffrage de ses concitoyens, qu'on puisse avoir l'humilité d'accepter que plus fort que soi n'est pas forcément synonyme de trop fort. Mais on peut être fort, mais que justement dans la même coalition qu'on est plus fort. Est-ce que Mamadou Gueye est candidat aujourd'hui, par exemple, à Pékin, votre fief à Djiddah Thiaroye Kao ou à la mairie-ville? Je peux déclarer ma volonté d'être candidat à la mairie de Djiddah Thiaroye Kao, par exemple. Comme on dit. Candidat à la candidature. Pour la ville, je crois qu'aujourd'hui, on a un candidat qui est là, potentiellement en tout cas, jusqu'à ce que le président nous donne un ordre contraire. Parce que la logique, c'est que là où on a déjà quelqu'un parmi nous, que s'il n'y a pas peut-être de volonté de rupture affichée par une très grande majorité ou qu'il y ait peut-être des faits politiques marquants et qui doivent nécessiter fondamentalement un changement, la reconduction de celui qui est là est la logique. Mais ça dépend aussi de l'arbitrage, mais également de la lecture que le président de la République a de cette contrée particulière. Aujourd'hui, en prenant en considération les aspirations des populations de ces contrées-là. Pour Pékin, je crois que nous, en tout cas, on est à l'écoute du président de la République, mais jusqu'à preuve du contraire, Abdoulaye Timbo est notre candidat parce qu'il est le coordonnateur départemental. Pour l'instant. Pour l'instant. Après maintenant, si le président, ou même si lui-même, peut-être que ça peut venir de lui, si lui-même il a une volonté peut-être de changement, il peut peut-être dire qu'il ne veut plus et qu'il organise peut-être sa succession. Mais je crois que ça, c'est pas à l'ordre du jour. Il est là encore parmi nous. Et il bénéficie de la confiance du président jusque-là en tout cas. Et ce faisant, nous aussi, nous ne sommes qu'à l'écoute du président. Et si le président le reconduit, on va le soutenir avec toutes nos espérons qu'il aura aussi la confiance des populations, puisque je le rappelle, ce sont les populations qui vont choisir, en tout cas pour 2022, c'est ce qu'on pense, les maires qui vont diriger les localités. Alors, des populations qu'on a vues, notamment dans les différentes tournées de Monsieur le Président de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a arboré plutôt sa casquette de président de la République, dit-on, pour des tournées économiques. On a vu ce qui s'est passé durant cette tournée économique. Il a été dans le Ndoukoumane, il a été dans le nord du Sénégal, et surtout, à ses côtés, ou en tout cas dans son groupe, c'est nervis. Mamadou Gueye, que pensez-vous de cette présence de ces nervis, de ces gros bras autour des hommes politiques que vous êtes durant cette tournée du président Macky Sall? Bon, d'abord, avant de répondre à cette question-là, telle que vous l'avez posée, je voudrais revenir sur un fait. C'est qu'un président de la République, il doit être au contact de sa population. Je crois qu'on a eu à avoir un roi esselé. On a vu ici au Sénégal, à un moment donné, un président de la République qui ne savait même pas ce qui se passait dans les boutiques de quartier. Vous parlez de l'ancien président Abdou Diouf. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné, il était complètement... En tout cas, c'est ce qu'on dit. Je ne veux pas dire que c'est moi qui dis que c'était un roi esselé, mais on se souvient que la question de... il ne savait même pas si... on vendait du café, du lait dans des sachets. Par 25 francs ou 50 Donc ça veut dire que ce président-là a été à un moment donné complètement déconnecté de sa population. Alors que le président de la République, il est élu au suffrage universel direct. Donc il doit être au contact de sa population. Il doit être en campagne électorale constante. Il doit l'être. Mais campagne électorale pour quelle élection? Non, je suis en train de dire que... Non, c'est pas pour une élection. Parce qu'en réalité, il a un mandat et il doit justifier de ce qu'il fait de ce mandat. Et cette justification est constante. Elle est permanente. Donc que le président descende sur le terrain pour aller dans le Ndoukoumane, pour aller dans le Kayor, pour aller dans le Fouta, ça c'est un peu plus normal. Maintenant,
Vous avez parlé de présence de nervis. Donc c'était pas une tournée économique. Non, justement, c'est une tournée économique dans la mesure où ça lui a permis de voir tous les budgets qui ont été dégagés pour la réalisation de projets précis. Est-ce que ces budgets-là ont été utilisés à bon escient? Est-ce que ces projets-là ont vu le jour? Est-ce qu'il y a eu efficience dans la gestion de la dépense publique? Et ça, peut-être que voir ça, comme on dit, de visu. Est-ce que c'était la peine? Si, c'est la peine. Envoyer des ministres. Non, justement. Tout le monde dit c'est le président qui est le président de la République et la personne la mieux informée de tout le pays. Non, il est la mieux informée. Mais il y a un double aspect communicationnel. C'est-à-dire qu'il faut que la population elle-même sache que le président a un œil sur ce qui se passe sur le terrain, mais il faudrait que lui-même il puisse, parce qu'en réalité, vous le savez mieux que moi, quand on reste juste dans son bureau, qu'on nous envoie des maquettes, des photos, on peut voir les plus belles photos du monde, peut-être que ces photos nous viennent de Tokyo. Donc c'est bien d'aller voir sur le terrain si effectivement ce qui a été dit est réel. Parce que ça aussi, on l'a vu. D'accord, pour la tournée économique. Donc pour la tournée économique, ça c'est un fait. Une tournée économique où on a vu des politiques avec des gros bras s'attaquer à des populations qui avaient peut-être quelque chose à dire concernant la gestion justement de leur localité. Pour dire, je ne suis pas d'accord. On a vu tout Fouta Tampi. Certains diront que maintenant ça a fait une traînée de poudre. C'est un peu partout au Sénégal. Et des nervis pour dire à un Mamadou Gueye qui a un brassard rouge que non, vous n'avez pas le droit de manifester parce que le président doit passer. Non, Birahim, moi ce que j'évite de faire, c'est vraiment des conjectures. Et c'est quoi des conjectures? C'est juste se baser sur des images qu'on a vues et on ne sait pas d'où est-ce que ces images-là sont tirées. Des faits réels. Très honnêtement, non, vous qui étiez sur le terrain, peut-être que vous avez vu par vous-même. Mais moi, en tout cas, là où j'étais, par exemple à Pékin, quand le président venait pour voir la décharge de Mbebes et annoncer le programme de gestion des ordures, moi j'étais là-bas, j'ai pas vu de nervis, j'ai pas vu justement quelqu'un empêcher à quelqu'un d'autre de dire ce qu'il pense. C'était le cas pour Pékin, mais oui, c'est pour dire que les images que j'ai vues sur le net, je ne peux pas être affirmatif que ce sont des images authentiques et que c'est des gens qui voulaient empêcher à d'autres de dire ce qu'ils pensent. Mais par principe, la présence le principe veut que aujourd'hui l'ordre public, la gestion de l'ordre public est dévolue à la police et à la gendarmerie nationale suivant des compétences qui sont réparties avec des critères qu'eux ils connaissent. Donc il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse faire la police pour donner... Même si c'est dans les manifestations politiques. Même si dans les manifestations politiques. Maintenant, la police ne peut pas déployer des personnes pour protéger Birahim, qui est un acteur politique. Donc Birahim peut se permettre de s'entourer de personnes qui lui garantissent un minimum de sécurité. La sécurité de Mamadou Gueye ou de Birahim. Et ça, moi en tant qu'acteur politique, quand je descends sur le terrain, peut-être que j'ai parmi les gens qui m'entourent, des gens qui sont assez bien formés pour la sécurité rapprochée. Ça. Et ça, c'est très normal, je crois. Mais qui se limite à votre sécurité. Qui se limite à ma sécurité. Et comme je dis, je peux parler de ça, parce que ça, j'ai vu et je sais. Mais ce dont je ne peux pas parler, c'est peut-être des images que j'ai vues, que je ne peux pas commenter parce que simplement, je ne connais pas réellement la quintessence de ces images-là et d'ailleurs la véracité de ces images. Donc vraiment, je me garderai, si vous me le permettez, d'aller plus loin sur ce point-là. Cette présence. Il n'empêche que présence massive des populations, des militants ou juste sympathisants durant ces différentes tournées, au moment où on parle aujourd'hui de troisième vague de Covid-19. Certains mettront dos à dos tous les hommes politiques, et du pouvoir et de l'opposition, qui apparemment n'en ont pas trop fait une affaire personnelle. Il y a le Covid-19, des populations sont en train de mourir même, plutôt à cause de cette maladie, et ils poursuivent leur tournée politique, ils poursuivent les mobilisations et les rassemblements. Alors, je crois qu'aujourd'hui, le président va à Louga, ou est allé à Louga hier, président de la République. Oui. Et presque vous n'êtes pas au courant. Parce que simplement, il a demandé qu'il n'y ait pas de mobilisation. Comme il a fait à Diamniadio. Qu'il n'y ait pas de manifestation. Il a fait à Diamniadio la semaine dernière. C'est donc dire que le président a conscience de la vague qui revient, de cette croissance inquiétante de la Covid, et que donc il a demandé à ce que les dispositions nécessaires soient prises. Et je souhaiterais
que tous les acteurs politiques, de quelque bord qu'ils se situent, je ne veux pas indexer à qui vous pensez, à qui je pense aussi. On le dit, Bougane Gueye Dany, de Gëm Sa Bopp, qui continue ses mobilisations. Donc il vous dira que le président l'a démarré et il a fait ses mobilisations. Mais le président alors que le coronavirus était aussi là. Et d'ailleurs, Birahim, moi quand j'interroge les chiffres, ce qui est paradoxal, je ne donne pas en fait une explication pour dire que c'est une justification de ce qui s'est passé, parce qu'en réalité, quand le président faisait ses tournées économiques, qu'il y avait ces mobilisations, il n'y avait pas encore cette croissance inquiétante de la Covid. Mais le virus était encore là. On se rend compte aujourd'hui qu'on est à 300 et quelques... Tout de même, ces 300 sont concentrés dans des zones où le président n'a pas fait de mobilisation. Donc, posons-nous des questions. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre ces mobilisations qu'on a vues et la croissance des cas de Covid? Alors, certains esprits tordus, entre guillemets, vous diront que ce sont, par exemple, c'est Dakar, la région qui a le plus de cas de Covid. C'est tout simplement parce qu'il y a eu des mobilisations, entre guillemets, Ndiaga Ndiaye, où certains ont été mis dans des bus, amenés dans le Fouta, dans le Ndoukoumane ou ailleurs, et qu'ils sont revenus avec... le virus après. Ça, ce sont des conjectures. S'ils sont revenus avec le virus, ça veut dire qu'ils ont dû aussi en laisser là-bas. Et aujourd'hui, on n'a pas les cas les chiffres qu'on a ici à Dakar. Mais l'appel que vous lancez de manière générale, c'est... Oui, c'est vraiment que... stop aux mobilisations. Aujourd'hui, on a en face de nous une maladie qui avance avec des variants de plus en plus sophistiqués, et que je crois que tout le monde doit avoir conscience qu'on ne doit pas aller vers... des confinements ou des semi-confinements comme on en a vu de par le passé. Ça n'arrange pas le Sénégal. On ne peut pas se permettre d'handicaper et de bloquer notre économie pendant de très longues semaines ou de longs mois. Donc vraiment que nous prenions les dispositions qu'il faut pour stopper le virus. Et surtout éviter les problèmes pour les Sénégalais. Parlons de problèmes, Mamoudou Gueye. Je le rappelle tout à l'heure, vous êtes inspecteur des impôts et domaines. On le sait, au Sénégal, parlons de domaine, de foncier, c'est un véritable problème. Chaque jour, il y a des difficultés qui sont annoncées ça et là sur le plan du foncier. Beaucoup de Sénégalais qui demandent à avoir un terrain ou qui ont des terrains spoliés par... Quelquefois, ils indexent l'État de manière générale. Qu'est-ce qu'il faut comme solution durable pour sortir de cette impasse des crises foncières? Alors, Birahim, vous me posez une question très complexe qui nécessite peut-être une dizaine d'émissions de même calibre pour pouvoir donner des réponses, je dirais même des esquisses de solutions. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République, dès son élection, avait mis en place une commission nationale pour réfléchir sur les réformes foncières à mener. C'est donc dire que c'est une question très complexe qui ne peut pas être bouclée en 2 ou 3 minutes. Mais il y a une question, je crois, fondamentale, qu'il faudrait qu'il y ait peut-être une réflexion partagée par tous les acteurs nationaux. Il faudrait qu'on comprenne qu'on a envie de développer notre pays. Et qu'aujourd'hui, le maillon le plus essentiel, c'est l'agriculture. On ne peut pas se permettre, je crois, si on veut développer notre pays, de faire une agriculture de 3 mois ou 4 mois tout au plus. Et qu'on ait des étendues de terre plates où on peut aller chercher l'eau pas trop loin et qu'on n'en fasse rien pendant 8 mois et qu'on l'utilise juste pour 4 mois. Il faut qu'on change donc le paradigme, il faudrait qu'on sorte de l'agriculture artisanale et familiale et qu'on aille vers maintenant un modèle qui sera intégré. Parler de l'agrobusiness. L'agrobusiness, mais pas seulement de l'agrobusiness, avec un caractère social très marqué. Pour prendre un exemple qui est aujourd'hui connu de tout le monde. Si à Ndiaganiao ou dans la zone qui a connu peut-être beaucoup de difficultés, il y avait un cahier de charges où le promoteur a l'obligation chaque année de prendre une partie de ses bénéfices et de les réinvestir au plan social. Sur l'éducation, sur la santé de base, sur des axes prioritaires pour les populations. S'il y avait également un cahier de charges qui demande que tous les métiers qui tournent autour de la production soient dévolus en priorité aux natifs de la zone. Même les métiers de cadre et de dirigeants. Donc je crois qu'il peut y avoir un modèle intégré qui permette d'exploiter la terre de façon optimale, mais également de tirer profit et de tirer vers le haut les populations
qui sont à la base. Et donc je crois que un modèle comme ça peut permettre de régler en partie certaines difficultés liées au foncier. Parce qu'il y aura une adhésion des populations, adhésion sans laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Donc aujourd'hui, je crois que ça peut être une esquisse de pouvoir développer une agriculture moderne, une agriculture de grande envergure, mais avec les populations au cœur des projets. Au cœur, c'est une esquisse de solution. Alors, parlons de ces inamovibles présidents de ceci, présidents de cela. On va pas parler du président de la République, puisque l'histoire de la troisième candidature, on ne va pas trop s'épancher sur le sujet. On a parlé des maires qui estiment que c'est plus une profession qu'une fonction. Vous êtes du monde sportif, du football, président de l'AS Pékin, et on va également vers d'autres élections, l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football. Quatrième candidature pour le président Augustin Senghor, votre président de la Fédération. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer aussi? Ben, je pense que la question sera posée lors de l'Assemblée générale du 7 août. Et on va donner, nous, notre point de vue à travers notre vote. Mais ma conviction profonde est qu'après 2 ou 3 mandats, qu'il est bon de transmettre le flambeau. D'autant plus que, pour le cas précis... C'est valable pour le sport, c'est valable pour... c'est valable partout. Pour la présidence de la République aussi. Partout. Je crois que, pour le cas précis de Maître Augustin, je salue le travail peut-être qu'il a fait jusqu'ici. Je salue aussi le fait qu'il ait eu à être candidat au niveau de la CAF et qu'aujourd'hui il est premier vice-président. Moi, ma conviction en tant que... Là, je ne parle pas en tant que président de l'AS Pékin, parce que c'est le comité directeur de l'AS Pékin qui va déterminer le choix que l'AS Pékin va porter. Mais en tant que Mamadou Gueye, je crois qu'Augustin aurait dû ne pas être candidat. Pour la simple et bonne raison qu'il est aujourd'hui premier vice-président de la CAF, et je crois que c'est assez prenant déjà comme charge. Il a un bilan à présenter, et que donc présenter ce bilan aurait dû suffire comme transmission de flambeau. Ça, c'est ma conviction. Aujourd'hui, peut-être qu'il peut avoir des arguments, peut-être qu'il a des chantiers qu'il veut lui-même achever. C'est son droit, d'autant plus que les textes le lui permettent. Donc, de ce point de vue-là, moi, je ne peux pas être anti-légal, mais même si les textes lui permettent, moi, à sa place, je ne suis pas à sa place, mais à sa place, je n'aurais peut-être pas brigué en quatrième mandat. Mais c'est son choix et c'est son droit. On le lui concède. On le lui concède, c'est son choix, c'est son droit. On verra, puisque vous l'avez dit, c'est le 7 août prochain qu'une réunion se tiendra à une assemblée générale avec les différentes fédérations ou les différents clubs qui vont peut-être porter leur choix sur un potentiel candidat. Alors aujourd'hui, le monde du football, parlons d'infrastructure. Mamadou Gueye, vous êtes le président de l'AS Pékin. Le principal problème au Sénégal, ce sont les infrastructures qui n'existent que de nom. On a vu que même la CAF nous a refusé, je dirais, l'organisation de compétition parce que finalement, on n'a pas homologué un des rares stades qu'on a, à savoir à Thiès. Un problème qui se pose, et vous êtes interpellé, vous, en tant que membre du mouvement associatif et du monde sportif, de même que le président de la Fédération sénégalaise de football, ainsi que le ministre des Sports, l'État de manière générale. Mais je crois qu'ils ont pleine conscience de l'interpellation qui leur est faite et qu'ils sont en train de prendre les mesures correctives. Mais je crois... Il ne s'agira pas de se chamailler avec un Sadio Mané qui en a parlé. Hein. Non. Moi, je crois que quand même, à un certain moment, il faut prendre ses responsabilités et assumer. Aujourd'hui, je crois que le standing du Sénégal ne nous permet pas d'être à ce niveau de dénuement quant aux infrastructures. Ça, je pense que même si on n'est pas acteur du football, on ne doit pas accepter. Et on doit accepter de se faire face et de dire les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé. Mais je veux embrayer sur ça, Mamadou Gueye. Certains diront qu'on a engrangé beaucoup de milliards chaque fois qu'il y a, par exemple, qualification du Sénégal en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique. Et la question que certains se posent est, mais où sont passés ces milliards, puisqu'on ne peut même pas avoir d'infrastructures sportives dignes de ce nom? Et justement, je vous inviterai à venir à l'Assemblée générale. Ça permettra certainement de faire le bilan de tout ça. Mais moi, personnellement, ma conviction est que aujourd'hui, le niveau de dénuement qu'on a
est impardonnable pour le Sénégal qui est, depuis quand même de très longues, je dirais depuis au moins de très longs mois, premier en Afrique sur le classement de la FIFA. Donc ça c'est inconcevable. Et c'est inconcevable. À qui la faute? À tous les acteurs là qui dirigent le football. Le président de la fédération doit être interpellé au premier chef. Le ministre des Sports doit être interpellé, même s'il est de mon bord et que j'ai beaucoup de respect pour lui. Je crois que ça c'est une question qui l'interpelle. Et d'ailleurs le président lui a demandé de faire un audit et de faire un état des lieux. Et c'est normal. Et justement à partir de cet état des lieux, le président peut-être fera prendre les décisions, les dispositions qu'il faut pour justement apporter les mesures correctives. Mais à mon avis, en tant que Sénégalais, et là je ne parle pas justement en tant que partisan de qui ou de qui que ce soit, c'est juste qu'en tant que Sénégalais, moi ça m'interpelle et ça me fait mal que le Sénégal puisse être indexé à ce niveau-là et qu'on ait aujourd'hui le niveau qu'on a sur le plan continental, qu'on ait le statut qu'on a et qui doit aussi aller avec un certain nombre d'infrastructures à minima. Mais est-ce que les dirigeants de clubs aujourd'hui ne sont pas également responsables ou fautifs? Si on fait une comparaison, il est vrai que comparaison n'est pas raison, en Angleterre ou en Allemagne, où c'est par exemple un Bayern de Munich qui a son stade, etc. Pourquoi est-ce qu'un AS Pikine ne veut pas avoir un stade aux normes internationales qui pourrait même accueillir des matchs genre Sénégal, je veux dire des matchs internationaux? Non, comme vous avez dit, peut-être comparaison n'est pas raison. En fait, l'histoire de nos clubs, pour parler des clubs populaires, montre que le business model n'est pas un business model de profit. En général, l'AS Pikine, pour prendre cet exemple-là, à la fin de la saison, est souvent déficitaire. Parce que simplement, on n'a pas un modèle où bien qu'aujourd'hui, je veux changer de paradigme. Ça, je crois que, ne serait-ce que pour le bien de Pikine pour les années à venir, il faudrait qu'on change d'option. Mais l'option qui était retenue les années passées, c'était de donner du plaisir à la ville de Pikine et à ses populations. Et que donc pour cela, on ne cherchait pas forcément un modèle de rentabilité où on met en place des structures juste pour faire des transferts de joueurs. Il y a des clubs qui sont structurés ainsi, les clubs traditionnels ne le sont pas. Donc en fait, la différence se situe à ce niveau. Elle a servi à quoi la professionnalisation La professionnalisation a servi à une meilleure organisation, à une meilleure méthode dans la gestion des clubs. Et aujourd'hui, même les clubs dits traditionnels sont en train de se muer pour en tout cas faire un modèle mixte. Ce que par exemple moi je suis en train de vouloir faire à Pékin, qu'on puisse avoir une académie de football pour l'AS Pékin, mais qu'on puisse toujours maintenir cette cohésion avec le public qui fait qu'on ne forme que des joueurs à transférer. Mais est-ce que pour l'avenir du football sénégalais de manière générale, de ces différents clubs dits traditionnels, l'option ne serait pas justement d'aller vers cette professionnalisation qui permette, par exemple, à un club de pouvoir disposer d'infrastructures sportives? On n'a vraiment pas le choix. Et aujourd'hui, justement, on est à la recherche de partenaires qui peuvent nous accompagner dans cette option-là. Mais ce que je suis en train de dire, pour revenir à votre question initiale, c'est que la responsabilité de créer des infrastructures de qualité qui puissent accueillir des compétitions internationales incombe à l'État du Sénégal et à la fédération. D'abord, oui. Donc ça, c'est un fait. Et il faudrait que ceux-là qui sont nos dirigeants puissent se focaliser sur ces questions essentielles avant peut-être de se projeter sur d'autres questions en tout cas moins importantes que celles-là. Parce que sans ces questions préjudicielles, on ne peut pas être bon là où on veut aller. Donc je crois qu'aujourd'hui, le prochain président de la Fédération sénégalaise de football doit avoir cela comme un défi primordial que d'avoir des infrastructures de qualité. Donc vraiment j'interpelle tous les candidats et particulièrement celui-là qui sera élu par rapport au standing du Sénégal, par rapport au statut du Sénégal et par rapport à l'image qu'on doit projeter. Vraiment, je crois que ça, c'est une honte pour le football sénégalais, il faut le dire. Et moi, je ne peux pas accepter qu'on puisse être à ce niveau d'arriération. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'AS Pékin avec quelques objectifs que vous vous êtes fixés. Comment se porte votre AS, votre association sportive? Coucou à Lamine Gueye, un de vos qui est chez nous et qui est également un de vos passionné de foot et également un très bon communicant qui nous aide beaucoup dans la communication de l'AS Pékin et que je salue au passage, au même titre que tout le comité directeur de l'AS Pékin. L'AS Pékin se porte très bien. Aujourd'hui, on est encore en lice
pour le titre, même si Teungueth a une très belle avance. Et Teungueth ferait un très beau champion aussi. Ça, je crois qu'en tant que sportif, il faut le dire. Mais on va se battre jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière minute, pour maintenir nos chances intactes. On est également en lice pour la Coupe du Sénégal. On va également se donner les moyens de gagner et de pouvoir être africain. Donc, aujourd'hui, on a nos chances partout. C'est dire que vraiment, indépendamment du travail de long terme qu'on veut imprimer, indépendamment des projets qu'on a pour justement faire cette académie-là et faire une intégration également entre l'AS Pikine et toutes les couches de la population de Pékin, parce qu'il y a d'autres projets qu'on a derrière à caractère social, notamment le projet de vouloir relier le football scolaire à l'AS Pikine, de vouloir également détecter des talents, mais peut-être qui sont dans des familles démunies, que l'AS Pikine puisse leur offrir des bourses d'études. Tout ça, c'est des projets à caractère social que l'AS Pikine veut développer, mais ce n'est pas incompatible avec peut-être le niveau de performance que l'équipe doit avoir pour satisfaire son public. Donc aujourd'hui, heureusement, on est en train de concilier ces deux objectifs qui peuvent parfois sembler contradictoires. Et dans l'objectif, il y a justement l'objectif africain, puisque on le sait, chaque année, des équipes sénégalaises sont impliquées dans des championnats régionaux, mais la finalité, malheureusement, il n'arrive pas au bout du suspense, il n'arrive pas au bout de ces coupes. À quand une coupe africaine avec justement... C'est très normal pour le moment. Parce que justement... L'infrastructure. Justement. C'est un problème qu'il faut régler en amont. Et tant qu'on ne l'aura pas réglé, justement, ces clubs-là qui sont forts dans leur pays, ben, au Maroc, et d'ailleurs, maintenant, même la Mauritanie a commencé à prendre une avance sur le Sénégal, il faut qu'on s'en rende compte. La Guinée commence à prendre de l'avance. Je ne parle pas de Congo, le Sénégal etc. est l'une des premières nations africaines de football. Exactement. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a un rattrapage à faire. Et ça, on interpelle la fédération, on interpelle les autorités étatiques et même on interpelle le chef de l'État pour qu'il prenne cette question-là en charge lui-même et qu'il règle cette question pour le bien du football sénégalais et pour le bien également de l'avenir du football sénégalais. Alors, c'est tout le mal que l'on souhaite à l'AS Pikine, déjà d'être une équipe africaine. Ce ne serait pas la première fois, bien entendu, bien sûr, mais qu'au moins une équipe sénégalaise puisse remporter un championnat africain. Mamadou Gueye, on va peut-être se quitter sur ces mots de sport. On vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce jeu de questions-réponses dans toute la vérité. Ben, je vous remercie, Birahim, et vous encourage parce que, indépendamment de cette émission qui est une très grande émission, parce que simplement, il y a le présentateur qui est excellent, mais vraiment saluer le travail que vous faites, vous et toute votre équipe, et particulièrement votre posture que j'apprécie, une posture d'objectivité. Et ça, c'est très rare dans le journalisme d'aujourd'hui. Les gens se disent engagés au point d'oublier qu'ils sont journalistes et donc se projettent dans une certaine subjectivité. Ce n'est pas votre cas. Je souhaite que vous mainteniez votre ligne en tout cas et je prie pour ça. Et vraiment, je salue cet esprit de grandeur que vous avez, cette hauteur que vous avez. Personne ne sait de quel bord vous êtes. Certainement que vous avez un penchant pour un bord, et c'est normal, vous êtes sénégalais. Mais ça, vraiment, j'interpelle également votre profession, si je peux me le permettre, qu'il y ait, à côté de cette liberté que vous demandez, cette responsabilité de la profession qui est assez lourde. Vraiment, ça, c'était peut-être une petite parenthèse que je pouvais me permettre, mais aussi saluer l'esprit de grandeur du Sénégal de façon générale. Qu'on sache qu'on a un patrimoine commun qui est le socle de notre développement, qui est plus fort que toutes les richesses qu'on a dans notre sous-sol, c'est la paix et la cohésion sociale. Ça, c'est une valeur qu'on ne peut pas vendanger. Et donc, travaillons tous à la maintenir intacte. La paix est notre première richesse et nous devons chacun, de son côté, de faire en sorte qu'elle soit préservée, qu'elle soit maintenue et qu'elle soit renforcée. Je vous remercie encore, Birahim. Merci, Mamadou Gueye. La paix, toujours la paix et rien que la